Bonsoir. Bonsoir Monseigneur, bonsoir à tous. Bienvenue dans le best-of de la semaine. Une semaine où nous avons reçu les grands témoins de la crise sanitaire un an après le début de la pandémie. Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II nous a accordé une interview exclusive pour aborder les 12 derniers mois écoulés. Politique, santé, économie, coopération, environnement, solidarité. Le souverain s'est confié sur ces différents thèmes sur notre antenne. Cette année de pandémie, nous l'avons également évoqué avec le directeur du CHPG, Benoît de Sévelinges, le délégué interministériel chargé de la transition numérique, Frédéric Ginta, ou encore la secrétaire générale du comité olympique monégasque, Yvette Lambin-Berty. Sans plus attendre, voici le best-of de la semaine. Il est monté par Sébastien Mésadry. Quand on n'a pas de projection dans l'avenir, que ce soit à court ou à moyen terme, ou encore moins à long terme, eh bien c'est un petit peu angoissant et c'est vrai que c'est très très dérangeant. Et je comprends aussi la frustration de beaucoup de personnes et cette envie de retrouver un semblant de normalité. C'est un dilemme cornélien de parvenir à concilier ces deux choses vitales que sont et la santé de la population et l'économie qui, in fine, est au service de la population. Bien sûr, je ne pense pas que c'était cornélien, mais il fallait prendre des mesures qui soient équilibrées, qui soient le plus équilibrées possible, sauver ce qui pouvait être sauvé en matière économique et de faire reprendre petit à petit, dans la mesure du possible, les activités économiques. C'est ce qu'on a pu faire, heureusement. Bien sûr, il fallait tenir compte de la situation sanitaire du moment, de l'impact non seulement sur nos établissements de santé, mais sur ceux aussi du pays voisin. Et donc, c'est cela, c'est cet équilibre subtil et quelquefois très difficile à atteindre qu'il fallait envisager. Vous allez me dire que c'est plus facile à coordonner tout cela lorsqu'on est un petit État, mais les problématiques sont les mêmes que pour un grand État. C'est l'échelle qui est différente. Le pouvoir a été montré du doigt. Il s'est vu reprocher aux dirigeants leur atermoiement. On a le sentiment qu'à Monaco, le capitaine en pleine tempête a toujours été soutenu et jamais décrié. C'est l'un des atouts aussi de Monaco, cette population qui est autour de son souverain. Écoutez, c'est peut-être pas à moi de le dire, mais bien sûr que j'ai senti tout de suite qu'il y avait un soutien, bien sûr, de la part du gouvernement et toutes les institutions, ça c'est évident, mais aussi que la population a vraiment écouté les messages que j'ai pu leur transmettre, qui leur ont été aussi transmises par le gouvernement. Et je crois que vraiment cette compréhension et cette discipline, on peut parler aussi de discipline, a contribué aussi à ce que le virus ne se répande pas aussi fortement en principauté que ça n'a été le cas malheureusement autour de nous. Mais lorsque certains aujourd'hui, à l'image du président du Conseil national, demandent à l'avenir une plus grande autonomie de la politique sanitaire de Monaco, est-ce que vous le comprenez et est-ce que c'est l'une des leçons à retirer de cette crise ? Écoutez, oui, mais je crois d'abord qu'on était face, il faut quand même le répéter, à une situation tout à fait inhabituelle et tout à fait extraordinaire, dans le sens que ça sorte de l'ordinaire. Et donc, je comprends qu'il y ait eu certaines hésitations au départ et une certaine mauvaise coordination entre les différents pays. Maintenant, fort de cette expérience, je suis sûr qu'à l'avenir, ça sera mieux organisé et qu'il y aura une certaine part d'initiative que certains pays pourront prendre si jamais nous devions faire face, nous ne l'espérons pas, mais s'il y a une autre crise sanitaire à l'avenir. Je comprends qu'il y ait eu des interrogations et même des déclarations qui ont crié, non pas au scandale, mais voilà, pourquoi est-ce que Monaco, comment ça se fait que c'est pas normal. Les Monégasques se sont sentis stigmatisés. Oui, mais bon, je pense qu'il faut remettre ça dans le contexte de nos voisins des Alpes-Maritimes et de nos voisins niçois en particulier. Je crois qu'il y avait une pression très forte de certaines
catégorie de professionnels qui évidemment, étaient frustrés de ne pas pouvoir ouvrir et donc qui ont appelé à leurs élus pour faire cette déclaration. Mais j'ai pu m'entretenir avec M. Estrosi depuis, le ministre d'État aussi, et je pense que tout cela va rentrer dans l'ordre très très vite et il n'y a aucune animosité d'aucune part. Quel message souhaitez-vous délivrer ce soir aux Monégasques, aux résidents, aux salariés qui prennent pleinement part à l'économie du pays? Je les remercie d'abord de nous suivre, parce que ça n'est pas terminé, j'allais dire nous avoir suivis, mais de nous suivre dans nos recommandations, de garder ce formidable esprit qui nous a animés, de ne pas baisser les bras. Malheureusement, ça n'est pas terminé. Et je dirais même, je suis désolé d'être pas aussi, mais je vais finir après sur une note plus optimiste, mais ne pas être optimiste sur la sortie de crise parce que la fin de la pandémie ne voudra pas dire la fin du virus. En effet, oui. Depuis l'annonce du report des Jeux olympiques de Tokyo, au fur et à mesure, de très nombreux événements ont été reportés par chance, pas tous annulés, notamment les Jeux des petits États d'Europe qui devaient avoir lieu en 21 oui. sont reportés en 25. Le Festival olympique de la jeunesse été-hiver qui avait lieu en 21 seront en 22. Et puis les Jeux olympiques de la jeunesse d'été devaient avoir lieu au Sénégal en 22 et ils auront lieu au Sénégal, mais en 26. Des reports et pourtant vous n'avez pas chômé au comité olympique depuis un an de crise sanitaire. Ah oui, non, nous n'avons pas chômé parce que, en fait, avec les nouvelles dispositions que nous avons utilisées, c'est-à-dire toutes les vidéos, les technologies, nous sommes restés en contact avec toutes les organisations internationales, que ce soit le CIO, les comités olympiques du monde entier, les Européens, les Jeux méditerranéens aussi, parce qu'il y avait des choses. Donc, en fait, c'est très intéressant parce qu'on a des contacts beaucoup plus directs que lorsqu'on était uniquement, on attendait certaines réunions. Dans quel état d'esprit sont les sportifs de la Principauté ? Alors, les sportifs de la Principauté, vous imaginez bien qu'à l'époque, donc, quand les Jeux ont été reportés, il y avait encore 40% des athlètes du monde qui n'étaient pas qualifiés. Donc pour les nôtres, dont c'était le cas, ils ont eu cette opportunité de se dire, eh bien voilà, le chemin de qualification se rallonge. Depuis le deuxième confinement, on a quand même davantage de troubles dépressifs, à savoir de symptômes du type lassitude, pessimisme, difficulté à se projeter dans l'avenir. Ça représente quand même entre 20 et 30% de la population générale. Il faut savoir que l'adolescence, c'est la période où normalement on quitte sa famille, on s'éloigne de ses parents, on va chez les autres. Et tout ça, c'est interdit, impossible, culpabilisé. Enfin, donc c'est très déstabilisant. Mais c'est pas parce que les enfants sont allés à l'école qu'ils ont une vie normale. Il faut vraiment se dire qu'ils sont quand même très impactés. Il n'y a plus d'activité périscolaire, il n'y a plus d'activité extrascolaire. Et puis pareil, pour les étudiants et les plus grands, on est quand même à plus de 200 jours sans bar, sans restaurant, sans lieu de culture, sans salle de sport. Enfin, c'est inimaginable. C'est vrai, ça a été une période remplie d'incertitudes et c'est en ça qu'il a fallu se réinventer et mettre en place une nouvelle organisation, un nouveau fonctionnement, chercher à trouver les meilleures solutions possibles en essayant d'anticiper, d'être réactif. Très concrètement, au niveau du département, tout seul, je pense qu'on ça aurait été encore plus difficile. Donc, ce que cette année nous a appris, c'est qu'il a fallu travailler tous ensemble dans l'intérêt général. On n'était pas préparés, mais on a fait en sorte d'apporter les réponses adaptées pour gérer ça au mieux. Ça a vraiment été, à titre personnel, la grande leçon tirée de toute cette année qui vient de s'écouler, c'est que ces personnes se seraient peut-être jamais croisées s'il n'y avait pas eu cette
ce contexte si particulier. Donc un grand merci à tous ceux qui se sont impliqués. Et on peut parler donc, des fonctionnaires, des agents de l'État qui à l'époque étaient, donc il y avait le confinement, donc qui étaient pour certains en télétravail ou qui n'avaient plus d'activité, qui sont venus nous aider. Évidemment, tous les professionnels médicaux, que ce soit l'hôpital, les structures de soins, les médecins actifs, des médecins retraités, des infirmiers, les bénévoles des associations, la Croix-Rouge, Fight Aids, j'en oublie, la mairie, enfin, vraiment tous ces gens qui nous ont aidés sans se poser de questions, mais qui ont voulu participer à l'effort collectif. Alors les premiers retours sont plutôt positifs. Après, attention, c'est vrai que réalistiquement, je pense que ça va être compliqué. Il ne faut pas s'attendre à une année aussi positive que celle de 2019. Oui. 2020 a été une saison très compliquée pour nous. Et le règlement technique nous permet pas de révolutionner tout le concept de la voiture, mais de faire plutôt une évolution de la voiture de 2020. C'est ce qu'on a fait. Donc, je pense on s'est amélioré sur certaines choses sur la voiture. Et donc voilà, j'ai hâte de voir ça à la première course quand on mettra tout à fond. Je me rappelle des premiers souvenirs que j'ai du Grand Prix à Monaco. Je devais avoir 4-5 ans. Je regardais les Formule 1 sur le balcon de l'appartement de mon meilleur ami à la sortie du premier virage, avec ce rêve d'être un jour pilote de Formule 1. Déjà ça paraissait fou. Et voilà, après année, j'ai travaillé avec toujours cet objectif d'arriver un jour en Formule 1, et pourquoi pas chez Ferrari un jour. Mais bon, déjà la Formule 1, ça me paraissait très compliqué à réaliser. Ça n'allait pas durer longtemps, nous étions tous confiants. Si à cette époque-là, on pensait que ça allait durer 1 mois, 2 mois, et puis qu'ensuite on allait revenir à une situation quasi normale. Aujourd'hui, on s'aperçoit que la blague, elle a duré 1 an, que c'est plutôt difficile, qu'on ne s'attendait absolument pas à tout ça, et qu'aujourd'hui, on est un peu comme la belle au bois dormant. On est endormi, et puis on attend le vaccin charmant pour nous réveiller. En 25 ans de gestion de ces entreprises, je n'ai jamais vécu cette situation, et on va forcément avoir des résultats, enfin on a eu des résultats sur 2020 catastrophiques, puisque pour certaines activités, quand on a bien travaillé, on a fait à peu près 3% du chiffre d'affaires qu'on faisait habituellement. Donc c'est vraiment compliqué. Se réinventer, c'est vraiment un mot à la mode, hein. On a ça, c'est facile. Il faut se réinventer, mais se réinventer, c'est pas facile. Je dirais que plutôt que se réinventer, c'est essayer de s'adapter. On a commencé à communiquer dans l'établissement dès le 30 janvier en disant « Attention, il se passe quelque chose en Chine, on risque d'être impacté ». S'il y a quelque chose à retenir de cette crise, c'est la pluridisciplinarité. Et on a eu une réaction du monde soignant en général, hein, médecins et paramédicaux, qui a été de se retrouver et d'essayer de trouver des solutions ensemble. Donc les solutions, ça allait de la solution basique de comment on isole un service qu'on ne devrait pas pouvoir isoler, à le staff pluridisciplinaire tous les matins. Cette discussion, ce qu'elle permet derrière, c'est d'arriver à la meilleure prise en charge possible des patients. Des milliers de personnes qui applaudissent à leur balcon pour le personnel soignant. Ce témoignage, ce soutien était important en temps de crise, Benoît ? C'était très important, c'était très émouvant, et ça nous faisait vraiment chaud au cœur. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier ceux qui nous soutiennent toujours. Parce qu'aujourd'hui, nous continuons à avoir des donateurs qui nous proposent leur aide, qui nous est précieuse. On a aussi des restaurateurs qui continuent à nous fournir régulièrement des petites gourmandises pour nos professionnels. Et puis, on trouve régulièrement des petits dessins d'enfants dans nos boîtes aux lettres ou sous les portes. Et ça, je peux vous dire que ça touche énormément le personnel hospitalier. Je crois que je vais en étonner plus d'un, mais dans l'ensemble, la place s'est montrée très résiliente, hein. Et au total, je crois que l'année 2020 va être plutôt une bonne année pour la place bancaire de Monaco. Les banques ont servi véritablement de relais entre l'action du gouvernement et les divers acteurs de l'économie qui nécessitaient une aide pour faire face aux difficultés actuelles. Oh, écoutez, à cet égard, véritablement, on peut dormir tranquille, hein. Il n'y a vraiment aucune difficulté. Bon, il y a un indicateur important, hein, qui est celui des ressources, hein, confiées à la place. Hein. Quand je dis ressources, c'est à la fois les dépôts et les portefeuilles titres. Et au 31 décembre, on a connu un plus haut absolu. On est arrivé à 134 milliards d'euros, montant qu'on n'avait jamais eu par le passé. Le numérique
est rentré dans la vie de tous. On a vu qu'on pouvait, en temps de crise, étudier, se faire soigner, échanger, travailler avec le numérique. Et quelque part, les gens ont réalisé que le numérique, c'était concret, que le numérique à Monaco était au service de la qualité de vie des gens et qu'elle permettait aussi, dans ce genre de crise, de conserver une activité économique et une relation avec l'État. Je pense que cette année, tout le monde a découvert un petit peu ce qu'était un apéro Zoom. J'ai même fait des belotes sur Zoom. À toute crise, il y a une opportunité. Effectivement, on a eu une phase qui était une phase de résilience, où les équipes, notamment de la transition numérique, et je tiens à les en remercier, ont effectué un travail exceptionnel. Et maintenant, on est dans une phase de relance. On est dans une phase de relance parce que le Monaco d'après a déjà commencé. Le Monaco d'après est maintenant. Aujourd'hui, l'attractivité d'un pays se mesure beaucoup à ses infrastructures numériques. Aujourd'hui, avoir une fibre à 10 gigas partout, avoir la 5G, demain, avoir un cloud souverain, sont autant d'atouts pour les entreprises, pour les entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain, afin de les maintenir en principauté. Aujourd'hui, un pays est attractif aussi par sa puissance numérique. J'ai jamais vraiment cru en moi jusqu'à arriver en Formule 1. Je pense que ça a été une force d'un côté parce que ça m'a fait énormément travailler, parce que je me disais toujours mais je suis pas assez bon dans ça. Mais bon, ça a été aussi un désavantage dans certains moments. Donc voilà, croire en toi je pense et surtout prendre du plaisir. Forti insieme. Être fort ensemble et ne pas baisser la garde. Ainsi s'achève le best-of de la semaine. Petit détour par Internet avant de nous quitter. Les vidéos qui vont suivre ont attiré notre attention. C'est le best-of des réseaux sociaux. Il est signé Alexandra Salustri. Le best-of est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un nouveau JT, de nouveaux invités pour que vous soyez les premiers informés. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt sur Monaco Info.